sous les marbres étincelants de Monticello, le domaine le plus célèbre de Virginie, existait une pièce qui n'apparaît dans aucun guide officiel, aucun plan architectural n'en garde la trace dans les archives publiques. Pendant près de 40 ans, entre 1773 et 1809, cette chambre cachée abrita un secret que 3 présidents américains, des dizaines de membres du Congrès et toute une dynastie politique s'efforcèrent de dissimuler. La pièce mesurait exactement 14 pieds sur 12, avec une seule fenêtre donnant sur les quartiers des domestiques, et entre ces murs naquirent au moins 6 enfants d'une femme qui n'avait aucun droit légal de refuser leur père. Thomas Jefferson, auteur de la Déclaration d'indépendance et chantre de la liberté, gardait sa maîtresse esclave dans un espace spécifiquement conçu pour être effacé de l'histoire. Ce qui rend cette histoire encore plus glaçante, ce n'est pas seulement ce qui se passa dans cette pièce cachée, mais la campagne systématique de silence, la destruction de preuves et les mensonges calculés qui suivirent pendant plus de 2 siècles. La vérité était si dangereuse que les propres petits-enfants de Jefferson emportèrent des récits contradictoires dans leur tombe, chacun soigneusement façonné pour protéger le nom de la famille. Ce soir, nous reconstituons ce qui s'est réellement passé dans l'ombre de la demeure du plus vénéré des pères fondateurs américains. Avant de poursuivre avec l'histoire de Monticello et de la femme qui vécut invisible entre ses murs, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose. Si vous regardez depuis la Virginie ou n'importe quel autre État des États-Unis où l'histoire semble particulièrement proche, laissez un commentaire indiquant votre ville ou votre État. Abonnez-vous à cette chaîne, car ces récits, ceux qu'on ne nous a jamais enseignés à l'école, doivent être racontés. Et surtout, restez jusqu'à la fin, car ce que nous allons découvrir devient plus sombre à chaque révélation. Les secrets de Monticello ne commencèrent pas avec une pièce cachée, mais avec un calcul, celui d'un homme qui comprenait que le pouvoir, en fin de compte, ne répond à personne. Le comté d'Albemarle, en Virginie, en 1773, était un paysage de contradictions. Les collines verdoyantes s'étendaient à perte de vue. Les champs de tabac produisaient une richesse qui allait façonner une nation, tandis que le travail qui rendait cette prospérité possible demeurait invisible dans chaque document officiel. Thomas Jefferson avait 30 ans lorsqu'il amena sa nouvelle épouse, Martha Wales Skelton, dans le domaine qu'il construisait encore sur une montagne qu'il avait rebaptisée Monticello, mot italien pour « petite montagne ». Le nom lui-même trahissait ses prétentions. Un propriétaire terrien de Virginie, se rêvant homme de la Renaissance. Architecte, philosophe, scientifique. La demeure qu'il conçut ne ressemblait à rien d'autre dans l'Amérique coloniale. Jefferson se passionnait pour chaque détail, l'angle de la lumière entrant par les fenêtres, les escaliers cachés, permettant aux esclaves domestiques de circuler sans être vus des invités, les monte-plats qui faisaient remonter le vin depuis la cave sans qu'aucune main humaine ne trouble l'élégance des dîners. Il créait, littéralement, un décor pour la démocratie, un lieu où les idéaux de liberté pouvaient là être débattus autour de vins français et de mets européens, tandis que la machinerie de l'esclavage ronronnait hors de vue. Martha Jefferson apporta à ce mariage bien plus que son charme. Elle apporta des terres, des biens, et 40 esclaves provenant du domaine de son père. Parmi eux se trouvait une jeune fille nommée Sarah, que tout le monde appelait Sally. Elle avait 14 ans, la peau si claire que des visiteurs la décriraient plus tard comme presque blanche, et elle était la demi-sœur de Martha Jefferson. John Walls, le père de Martha, avait eu Sally avec une femme esclave nommée Elizabeth Hemings, après la mort de son épouse. Cela faisait de Sally à la fois la propriété et la parente de Martha, une contradiction que nul dans la bonne société de Virginie n'aurait osé nommer à voix haute. La famille Hemings occupait une position particulière à Monticello. Ils étaient des domestiques de maison, non des travailleurs des champs, et possédaient l'art des compétences rares. Les frères de Sally étaient Murs majordome, chef cuisinier, artisan. Sa mère, Elizabeth, détenait une autorité sur d'autres esclaves. Ils parlaient le français,
jouait d'instruments de musique et maîtrisait les subtils codes de l'hospitalité de l'élite virginienne. Mais il restait Fred des biens, soumis à la vente, à la punition ou à tout usage que leur maître jugerait bon. Dans ses premières années, Sally faisait simplement partie du mécanisme domestique. Une jeune fille qui apprenait à être invisible tout en restant sous les yeux de tous. Elle s'occupait de Martha Jefferson, dont la santé fragile se dégradait à chaque grossesse. La demeure elle-même semblait refléter ce déclin. Des pièces demeuraient inachevées, les travaux suspendus et repris au gré des finances et des visions changeantes de Jefferson. Certaines zones de la maison existaient dans un état de transition perpétuelle, des alcôves apparaissaient sur un plan pour disparaître sur le suivant. Il est essentiel de comprendre ce que Monticello représentait pour Thomas Jefferson. Ce n'était pas seulement une maison, c'était une déclaration philosophique. Il la remplit d'inventions, de curiosités, de fossiles, d'artefacts amérindiens. Il installa dans le hall d'entrée une horloge de 7 jours qui indiquait non seulement l'heure, mais aussi le jour de la semaine. Il conçut son lit dans une alcôve entre 2 pièces afin de pouvoir se lever et travailler immédiatement. Tout reposait sur l'efficacité, le contrôle et l'illusion qu'un esprit rationnel pouvait organiser le monde en parfaite harmonie. Mais sous cette rationalité soigneusement construite se cachaient des dépendances que Jefferson ne pouvait jamais admettre publiquement. Tout le domaine fonctionnait grâce au travail d'esclaves, plus de 100 personnes à son apogée. Et pourtant, Jefferson écrivait avec passion sur les maux de l'esclavage, tout en achetant, vendant et faisant croître des êtres humains pour maintenir son train de vie. Il calcula que les femmes esclaves représentaient un rendement annuel de 4% grâce aux enfants qu'elles mettaient au monde. Il nota ces calculs dans ses journaux agricoles, à côté des rotations de culture et des observations météorologiques. Cette contradiction ne semblait pas le troubler, ou peut-être le troublait-elle tant qu'il bâtit toute une architecture du déni autour d'elle. La communauté du comté d'Albemarle comprenait ces contradictions sans jamais les évoquer. Tous les propriétaires vivaient le même mensonge. Ils se voyaient comme des érudits, des agriculteurs éclairés, des patriotes parlant de liberté, tandis que leur richesse reposait sur le travail et les vides volées. L'accord tacite était simple, ne pas regarder de trop près les fondations sur lesquelles reposait leur civilisation. Remettre en question la morale d'un homme, c'était remettre en question celle de tous. C'était le monde dans lequel Sally Hemings disparut, non pas dans un drame, mais dans le simple fait que les femmes comme elle, vivant comme elle, n'étaient jamais censées apparaître dans les registres de l'histoire. Le 6 septembre 1782, Martha Wales Jefferson mourut 4 mois après la naissance de son 6e enfant, dont seulement 3 survécurent. La cause officielle fut des complications post-partum, mais chacun à Monticello savait qu'elle se mourait depuis des années, épuisée par les grossesses et trop fragile pour les étés humides de Virginie. Le chagrin de Thomas Jefferson fut absolu. Des témoins le décrivirent arpentant sa chambre pendant 3 semaines, ne sortant que pour de brèves promenades, le regard perdu. Il brûla toutes les lettres de son épouse, toutes, comme s'il pouvait effacer sa souffrance en effaçant ses mots. Avant de mourir, Martha lui fit promettre quelque chose. Les mots exacts n'ont jamais été enregistrés, mais selon la tradition familiale, elle lui demanda de ne jamais se remarier. L'idée d'une belle-mère dominant ses enfants lui était insupportable. Jefferson promit, et il tint parole pendant les 44 années qui suivirent. Mais les promesses, comme les plans d'architecture, peuvent contenir des significations cachées et des espaces secrets. Dans les mois qui suivirent la mort de Martha, la maison sombra dans un chaos maîtrisé. Jefferson se plongea dans la politique, acceptant des postes qui l'éloigneraient de Monticello pendant des années. Les enfants avaient besoin de soins, la maison d'une gestion, et Sally Hemings, âgée de 19 ans, vit son rôle évoluer d'une manière impensable quelques mois plus tôt. En 1784, Jefferson accepta le poste de ministre en France, remplaçant Benjamin Franklin à Paris. Il emmena avec lui sa fille aînée, Martha, tandis que les plus jeunes restaient à Monticello sous la garde de proches.
Paris, dans les années 1780, fut une révélation pour Jefferson, une ville de culture, de philosophie et d'idées révolutionnaires. Il fréquenta les cercles qui allaient bientôt façonner la Révolution française, des hommes qui parlaient de liberté, d'égalité et des droits de l'homme. L'hypocrisie de sa situation, un homme réduisant des êtres humains en esclavage tout en prêchant la liberté, ne semblait pas l'avoir frappé, ou peut-être l'avait-elle hanté sans cesse, le poussant à compartimenter sa vie avec une minutie presque maladive. En 1787, Jefferson fit venir à Paris sa plus jeune fille, Polly. Une fillette de 8 ans ne pouvait pas traverser l'Atlantique seule. Celle qu'il choisit pour l'accompagner fut Sally Hemings, alors âgée de 24 ans. Ce choix était tout sauf anodin. Sally savait lire, parlait un peu français et inspirait confiance. Elle était aussi la demi-sœur de Martha Jefferson, la défunte épouse de Thomas. Un lien familial dont on parlait à voix basse, mais jamais publiquement. Le voyage dura 7 semaines. À leur arrivée à Paris, quelque chose avait changé. Ou peut-être ce changement avait-il commencé bien plus tôt, dans le silence de Monticello, où le deuil, la proximité et le pouvoir absolu avaient là créé leur propre logique. Paris s'offrait à Sally Hemings quelque chose d'inimaginable en Virginie, la conscience qu'elle était, selon la loi française, libre. Tout esclave posant le pied sur le sol français était automatiquement affranchi. Elle aurait pu partir. Certains historiens pensent que Jefferson le lui expliqua lui-même. D'autres estiment qu'elle l'apprit par la communauté des Noirs libres vivant alors à Paris. Ce que l'on sait avec certitude, c'est que Sally Hemings tomba enceinte à Paris. Elle avait environ 16 ans. Thomas Jefferson en avait 44, et il était l'un des Américains les plus influents d'Europe. Leur relation, si tant est qu'on puisse l'appeler ainsi, s'inscrivait dans un espace où le consentement n'existait pas. Jefferson possédait Sally, il possédait sa mère, ses frères et sœurs, et les enfants qu'elle porterait. En Virginie, elle n'avait aucun droit de refus. À Paris, la liberté était à portée de main, mais revenir en Amérique signifiait retourner à la servitude. Des années plus tard, le fils de Sally, Madison Hemings, raconta ce que sa mère lui avait confié. Elle avait négocié. Elle accepta de revenir en Virginie en échange d'une promesse que les enfants qu'elle aurait avec Jefferson seraient affranchis à l'âge de 21 ans. C'était la seule arme dont elle disposait. La menace de rester en France, de révéler au grand jour une liaison qui ruinerait Jefferson parmi les révolutionnaires qu'il côtoyait. Que Jefferson ait réellement fait cette promesse, ou que Madison ait voulu donner à sa mère une forme d'agence dans une situation sans issue, nul ne le saura jamais avec certitude. Ce qui compte, c'est la suite. En octobre 1789, Sally Hemings rentra en Virginie, enceinte de l'enfant de Jefferson. Elle rentrait en esclavage. Elle retrouva une maison qui deviendrait sa prison pour les 38 années suivantes. Sa chambre se trouvait dans un endroit singulier de l'architecture de Monticello. Située dans l'aile sud, elle communiquait avec la maison principale par le réseau complexe de couloirs de service conçu par Jefferson. Les visiteurs de Monticello parcouraient les espaces publics, admiraient les inventions de Jefferson et sa bibliothèque, sans jamais deviner que des esclaves vivaient dans un enchevêtrement de petites pièces creusées dans la colline. Absente de tous les plans officiels, la chambre de Sally possédait une seule fenêtre, étroite, qui laissait passer un peu de lumière, mais tournée à l'opposé de l'entrée principale, loin du regard des invités. Elle aurait été meublée avec simplicité. Un lit, une petite table, une chaise. Selon les critères du logement des esclaves, c'était confortable. Selon ceux de l'humanité, c'était une cage, tapissée de mousseline et de mensonges. Le premier enfant que Sally eut de Jefferson mourut en bas âge, vers 1790. Aucun registre n'en fait mention dans les carnets méticuleux où Jefferson notait la naissance de chaque enfant esclave. Cette absence est en soi une trace, un silence qui témoigne des efforts déployés pour dissimuler cette relation. Entre 1795 et 1808, Sally Hemings donna naissance à au moins 6 autres enfants, dont 4 survécurent.
Beverly, Harriet, Madison et Eston. Ces enfants vécurent dans un entre-deux étrange. Esclaves, mais enfants du maître. Tout le monde à Monticello le savait. Ils reçurent une formation artisanale, apprirent à lire et à écrire, choses interdites aux esclaves en Virginie, mais essentielles à la vision que Jefferson avait de leur avenir. Ils restèrent si proches de la maison principale, ne travaillant presque jamais dans les champs, et leur peau claire leur permettrait, une fois libres, de se fondre dans la société blanche américaine. Jefferson ne reconnut jamais publiquement ses enfants. Dans des milliers de pages de lettres, de journaux, de documents, il ne mentionna jamais Sally Hemings autrement que comme un bien. Pourtant, les preuves de leur relation étaient hâtées partout. Les visiteurs remarquaient les enfants esclaves de Monticello, dont certains ressemblaient étrangement à Jefferson. L'un d'eux nota que la jeune Harriet Hemings ressemblait tant à la fille blanche de Jefferson, Martha, qu'on aurait pu les croire jumelles. Ces remarques furent donc consignées, chuchotées, puis soigneusement oubliées, enfouies sous les couches de la convenance et de l'aveuglement volontaire. Sally Hemings elle-même devint un fantôme dans les murs de Monticello. Contrairement aux autres esclaves, elle n'apparaissait jamais dans les récits de visiteurs. Elle ne servait pas les repas, n'accueillait aucun invité, ne participait à aucune tâche publique. Elle vivait recluse dans sa chambre cachée, n'en sortant que lorsque Jefferson était présent, disparaissant de nouveau dès qu'il repartait pour Washington ou recevait ses alliés politiques. Cette invisibilité était voulue, minutieusement orchestrée. La famille de Blanche de Jefferson, ses filles, ses petits-enfants, entretenaient la fiction que la maîtresse esclave de leur patriarche n'existait tout simplement pas. L'architecture de Monticello servait cette illusion. Jefferson avait conçu la maison pour que les esclaves puissent s'y déplacer sans être vus. Un système d'escaliers étroits et de couloirs secrets faisait apparaître les repas comme par magie. Les feux étaient entretenus par des mains invisibles, les chambres nettoyées pendant que la famille déjeunait. Ce même système permettait à Sally de rester cachée, un secret littéralement inscrit dans les fondations de la maison. Mais les secrets finissent toujours par s'infiltrer, comme l'eau à travers les fissures du plâtre. En 1802, un ennemi politique de Jefferson, James Callender, publia des accusations dans le Richmond Recorder. Callender, un colporteur de scandale qui estimait que Jefferson l'avait trahi, affirma que le président entretenait une liaison avec une esclave nommée Sally et avait eu plusieurs enfants avec elle. Il alla jusqu'à publier des vers grossiers, se moquant de Jefferson, de toutes les belles du vallon ou de la montagne, jamais nulle n'égala la voluptueuse Sally de Monticello. Le scandale fit grand bruit quelque temps, mais les alliés de Jefferson réagirent vite. Ils traitèrent Callender d'ivrogne et de menteur. Ils insinuèrent que s'il y avait eu quelqu'un conduite à Monticello, elle concernait un neveu de Jefferson, non l'homme lui-même. Ils invoquèrent son caractère irréprochable, sa fidélité à la mémoire de sa femme défunte, sa stature de philosophe et d'homme d'État. Les accusations s'éteignirent, mais ne disparurent jamais complètement. Elles restèrent tapies dans les rumeurs politiques, dans les chuchotements, dans les regards entendus de l'aristocratie virginienne. Ce qui frappe, c'est la facilité avec laquelle le public accepta les démentis. Jefferson ne répondit jamais directement aux accusations. Il garda le silence, un silence interprété comme de la dignité, comme une hauteur morale au-dessus des attaques vulgaires. Sa famille fit bloc. Sa fille, Martha Jefferson, Randolph, qui vivait à Monticello et connaissait sans doute la vérité, nia tout. Elle affirma que les enfants Hemings ressemblaient à Jefferson seulement parce qu'ils ressemblaient à son neveu, Peter Carr, qu'elle prétendait être leur véritable père. Ce mensonge serait répété pendant des générations, une fiction soigneusement entretenue pour préserver la réputation du patriarche. Pendant ce temps, dans sa petite chambre de l'aile sud, Sally Hemings continuait à vivre dans l'ombre. Elle avait environ 40 ans lorsque l'affaire éclata. Mère d'enfants, à la fois esclave et privilégiée, elle vivait une existence d'une contrainte extrême et d'une horreur silencieuse. Elle ne pouvait partir ni parler.
Toute sa survie dépendait du maintien de sa propre invisibilité. La chambre elle-même mérite qu'on s'y attarde. Des archéologues ont mis au jour, à la fin du XXe siècle, les fondations de l'aile sud de Monticello, ces pièces dissimulées où vivaient dans les domestiques esclaves. Ils y ont trouvé des boutons, des fragments de céramique, des fioles de médicaments, les vestiges matériels de vies vécues à la lisière de l'histoire. La chambre précise de Sally n'a jamais été identifiée avec certitude, mais nous savons qu'elle existait. Nous savons qu'elle vivait à l'écart des autres esclaves, dans un espace relié directement aux appartements privés de Jefferson par ses couloirs secrets. Nous savons que cette architecture avait été pensée pour la garder à la fois proche et invisible. Pensez à ce que cela signifie. Chaque choix architectural de Jefferson, chaque couloir, chaque escalier, chaque mur, soigneusement orienté, servait à deux fins. La maison était à la fois une scène pour les idéaux des Lumières et une machine conçue pour cacher des vérités honteuses. La même ingéniosité que Jefferson appliquait à ses inventions, ses pupitres rotatifs, ses lits escamotables. Il l'appliquait aussi à dissimuler Sally Hemings. La pièce où elle vivait, où elle donna naissance à ses enfants, où elle passa des décennies de sa vie, avait été conçue dès le départ pour être oubliée. À mesure que Thomas Jefferson vieillissait, les contradictions de son existence devenaient plus évidentes. Il servit 2 mandats en tant que président, de 1801 à 1809, dirigeant la jeune nation tout en maintenant son arrangement domestique secret. Les lettres de cette période révèlent un homme de plus en plus préoccupé par son héritage. Il commença à organiser ses papiers, brûlant les correspondances qu'il jugeait trop intimes, sélectionnant soigneusement les documents qui devaient de lui survivre. Il devait savoir que la vérité sur Sally Hemings menaçait sa réputation. La question est de savoir s'il considéra un jour que ce danger valait d'être affronté honnêtement. En 1809, Jefferson se retira définitivement à Monticello. À 66 ans, il était un vieil homme selon les standards de son époque, de plus en plus fragile et accablé par des dettes qui le poursuivraient jusqu'à sa mort. La plantation n'était plus rentable, le tabac avait épuisé le sol, les goûts coûteux de Jefferson, ses vins, ses livres, ses rénovations incessantes avaient créé une crise financière. Pourtant, il continua à entretenir plus d'une centaine d'esclaves, continuant à calculer leur valeur comme des biens, tout en prétendant mépriser l'institution de l'esclavage. Sally Hemings, désormais âgée d'une trentaine d'années, avait dépassé l'âge où la plupart des femmes esclaves pouvaient espérer survivre aux conditions brutales de la vie de plantation. Mais elle avait été épargnée du pire. Ses enfants grandissaient. Beverly, le fils aîné, apprenait la menuiserie. Harriet était formée au tissage et au filage. Madison et Eston, les plus jeunes, recevaient déjà une éducation qui les distinguait des autres esclaves de Monticello. Les petits-enfants blancs de Jefferson, qui vivaient sur la plantation durant ses années de retraite, laissèrent de plus tard des témoignages contradictoires. Certains affirmèrent n'avoir jamais vu Sally Hemings, disant qu'elle n'était qu'une servante discrète. D'autres reconnurent son existence, mais nièrent qu'elle ait eu un statut particulier. Une petite fille, Ellen Randolph Coolidge, écrivit plus tard des lettres niant avec véhémence toute relation entre Jefferson et Sally, affirmant que les enfants Hemings étaient les fils d'un neveu de Jefferson. Ces lettres sont remarquables par leur passion et leur désespoir à défendre la réputation d'un homme mort au prix d'une vérité évidente. Mais des fissures apparurent dans ce déni collectif. Israel Jefferson, un esclave travaillant à Monticello, témoigna plus tard que les enfants Hemings étaient bien ceux de Jefferson. Madison Hemings lui-même donna en 1873 une interview où il parla calmement de sa filiation et expliqua comment sa mère avait négocié la liberté de ses enfants. Ces récits furent d'abord rejetés comme peu fiables, considérés comme les propos d'anciens esclaves, susceptibles de mentir. Mais avec le recul historique et les preuves ADN, on les reconnaît aujourd'hui comme véridiques. L'aspect le plus glaçant de cette période est la nature systématique de la dissimulation. Ce n'était pas seulement Jefferson qui cachait la vérité, c'était toute sa famille,
ses alliés politiques, la communauté du comté d'Albemarle, et plus tard, les premiers biographes qui écrivirent mater son histoire. Tous, consciemment ou non, collaborèrent pour maintenir la fiction. Sally Hemings devait rester invisible, car la reconnaître, c'était admettre que Thomas Jefferson, chantre de la liberté, était un hypocrite absolu. C'était admettre que l'homme qui écrivit « Tous les hommes sont créés égaux » possédait ses propres enfants. En 1822, Beverly Hemings, âgé de 21 ans, quitta simplement Monticello. Il traversa la frontière vers un territoire libre et disparut dans la société blanche. Jefferson nota son départ dans son livre de ferme d'un seul mot. Run. Fuis. C'était un mensonge. Beverly ne s'était pas enfui. Il était parti avec l'accord tacite de Jefferson, en accomplissant sans doute la promesse faite à Paris des années plus tôt. 2 ans plus tard, Harriet fit de même. Jefferson lui donna $50 et organisa son voyage vers le nord. Elle disparut dans la société blanche, épousant plus tard un homme ignorant sa véritable ascendance. Madison et Eston, les plus jeunes, furent affranchis dans le testament de Jefferson. C'était exceptionnel. La plupart des esclaves de Monticello furent vendus après sa mort pour rembourser ses dettes. Mais ces 2 jeunes hommes, ses fils, reçurent officiellement la liberté. Même alors, Jefferson ne put reconnaître publiquement leurs liens. Le testament stipulait seulement que Madison et Eston Hemings étaient lisonnés libérés en raison de services fidèles. Le langage était froid, juridique, dénué de toute trace d'affection paternelle. Sally Hemings elle-même ne fut jamais formellement affranchie. Son nom n'apparaît pas dans le testament. Sa fille, Martha, la laissa partir librement après la mort de Jefferson. Sally vécut ensuite avec ses fils à Charlottesville, où elle passa ses dernières années. Elle mourut en 1835, à environ 62 ans, dans une petite maison de la ville. La communauté blanche savait qui elle était, savait qu'elle avait été la maîtresse de Jefferson, mais garda le silence, maintenant la fiction polie, même après la mort de tous les protagonistes. L'horreur véritable de cette histoire ne réside pas seulement dans ce qui est arrivé à Sally Hemings, mais dans ce qui est arrivé à la vérité. Pendant plus de 150 ans, les historiens, biographes de Jefferson et gardiens de son héritage travaillèrent activement à supprimer, nier et discréditer toute mention de cette relation. Ce n'était pas un oubli passif, mais un effacement historique délibéré, une conspiration du silence à laquelle participèrent certains des intellectuels les plus respectés d'Amérique. La Fondation Thomas Jefferson, qui gère Monticello comme musée et site historique, passa la majeure partie du XXe siècle à nier l'histoire de Sally Hemings. Lorsque l'interview de Madison Hemings de 1873 refit surface, les érudits la rejetèrent. Quand les témoignages oraux de la famille Hemings furent présentés, ils furent ignorés. La position officielle de la Fondation était que la relation était possible mais non prouvée, et plus probablement liée à un neveu de Jefferson. Cette position fut maintenue malgré des preuves circonstancielles accablantes. La coïncidence des grossesses de Sally avec les séjours de Jefferson à Monticello, les ressemblances physiques remarquées par de nombreux témoins, le traitement particulier accordé aux enfants Hemings et les témoignages directs d'habitants de la plantation. Pourquoi cela importait-il autant? Parce que Thomas Jefferson est une figure fondatrice de l'identité américaine. Il écrivit la Déclaration d'indépendance. Il incarnait les idéaux des Lumières. Il représentait le meilleur de ce que la génération fondatrice aspirait à être. Admettre qu'il avait possédé et engendré à plusieurs reprises des enfants, avec une femme esclave, âgée d'à peine 14 ans lorsqu'il avait plus de 40 ans, revenait à reconnaître que tout le mythe fondateur reposait sur un mensonge. C'était admettre que les hommes qui écrivirent si éloquemment sur la liberté participaient à l'un des plus grands crimes de l'histoire. La conspiration pour cacher la vérité avait de nombreuses strates. La famille immédiate de Jefferson nia tout, mais le déni alla bien au-delà. Les premiers biographes, ayant accès à des preuves de la relation avec Hemings, choisirent de ne pas les inclure. Ils estimèrent que révéler de telles informations
nuirait à la réputation de Jefferson et donc à la nation elle-même. Leur logique était circulaire et hypocrite. Jefferson devait être protégé parce qu'il incarnait les idéaux américains, et ces idéaux devaient être protégés parce qu'ils étaient incarnés par Jefferson. Les historiens universitaires se joignirent à la dissimulation, parfois sans en être conscients. Ils exigeaient des preuves impossibles pour confirmer la relation avec Hemmings, tout en acceptant des preuves bien plus faibles pour d'autres aspects de sa vie. Quand des récits oraux d'anciens esclaves furent présentés, ils les rejetèrent comme non fiables. Lorsque les tests ADN devinrent disponibles dans les années 1990, ils résistèrent farouchement à leur application aux descendants de Jefferson. La fondation Thomas Jefferson s'opposa aux tests pendant des années, arguant qu'il serait irrespectueux envers sa mémoire. Pensez à ce que cela signifie. Pendant plus d'un siècle et demi, l'histoire de Sally Hemings fut traitée comme une rumeur scandaleuse, un sujet que les gens respectables évitaient. Ses enfants et petits-enfants, qui connaissaient intimement la vérité, furent traités de menteurs ou d'âmes confuses. Les preuves matérielles, la pièce où elle vivait, les registres de naissance de ses enfants, la correspondance qui laissait entrevoir la vérité, furent systématiquement ignorés ou réinterprétés. Et tout cela fut fait au nom de la préservation de l'histoire, de la protection de l'héritage de Jefferson et du maintien des mythes américains autour de ses origines. La pièce elle-même, cette chambre cachée dans l'aile sud de Monticello, devint la manifestation physique de ce déni historique. Après la guerre de sécession, lorsque Monticello tomba en ruine, l'aile sud se détériora. Les pièces où vivaient les esclaves s'effondrèrent, recouvertes par la végétation, littéralement ensevelies sous la terre et le temps. Lorsque la fondation Thomas Jefferson commença à restaurer Monticello au début du XXe siècle, elle se concentra sur la maison principale, les espaces publics, les lieux où le génie architectural de Jefferson était le plus visible. Les quartiers des serviteurs restèrent enfouis. Ce n'est qu'en 1941 que des archéologues commencèrent à fouiller l'aile sud. Ils découvrirent les fondations des pièces, des objets du quotidien, des traces du monde caché qui avaient soutenu la façade élégante de Monticello. Mais même alors qu'ils mettaient au jour ces espaces, les historiens et les conservateurs ne les relièrent pas à Sally Hemings. Ils les décrivirent simplement comme des logements de domestiques et passèrent à autre chose. La pièce précise où Sally vivait, où elle mit au monde les enfants de Jefferson, resta non identifiée et non signalée. Les visiteurs de Monticello, au milieu du XXe siècle, pouvaient y parcourir la maison sans jamais entendre le nom de Sally Hemings. Les guides étaient instruits de ne pas la mentionner. Si un visiteur posait des questions sur les accusations publiées en 1802, on leur apprenait à les rejeter comme de la calomnie politique. La visite officielle de Monticello était une mise en scène soigneusement chorégraphiée, présentant Jefferson comme un homme de la Renaissance, un grand-père aimant, un architecte brillant et un propriétaire d'esclaves réticent qui, en privé, méprisait l'institution. Le fait qu'il avait maintenu en esclavage ses propres enfants, qu'il avait entretenu pendant des décennies une relation sexuelle avec une femme qui n'avait aucun droit de refuser, fut purement et simplement effacé du récit. Cet effacement exigeait un effort constant. De nouvelles preuves continuaient d'apparaître. Les livres de ferme de Jefferson, enregistrant les naissances des enfants de Sally et correspondant précisément aux périodes où Jefferson se trouvait à Monticello. Ces registres de dépenses montrant un traitement particulier pour la famille Hemings, les corrélations parfaites entre les grossesses de Sally et les déplacements de Jefferson. Chaque élément de preuve fut expliqué, minimisé ou ignoré. La conspiration s'étendit même aux espaces physiques. Lorsque la fondation Thomas Jefferson reconnut enfin dans les années 1990 que la relation avait probablement eu lieu, elle eut encore du mal à savoir comment la présenter au public. Où situer Sally Hemings dans une visite de Monticello? Comment parler du viol d'une adolescente esclave par le troisième président des États-Unis sans détruire entièrement sa réputation?
La solution de la fondation fut un compromis. Ils reconnurent la relation, mais insistèrent sur le fait qu'on ne pouvait savoir si elle était consensuelle, comme si le consentement était possible dans de telles circonstances. Ils mentionnèrent Sally Hemings, mais gardèrent le focus sur la grandeur de Jefferson. La vérité, pourtant, commença à s'échapper bien avant la mort de Thomas Jefferson. Mais la conspiration pour la contenir était déjà en marche. En 1802, lorsque James Callender publia ses accusations dans le Richmond Recorder, Jefferson prit une décision calculée. Le silence absolu. Il ne répondrait pas. Ses alliés politiques réagirent immédiatement, inondant les journaux de démentis, d'attaques contre Callender et d'explications alternatives. La stratégie était d'une simplicité redoutable, créer assez de bruit autour de l'accusation pour que l'accusation elle-même se perde dans le tumulte. Mais Callender avait des sources. Il avait parlé à des gens ayant visité Monticello, ayant vu Sally Hemings, ayant remarqué les ressemblances entre Jefferson et certains enfants esclaves. Ces descriptions étaient jamais trop précises pour être inventées. Il évoquait la sombre Sally, et ses enfants les nommait, décrivait leur apparence, estimait même leurs âges avec une exactitude qui trahissait des informations réelles. Les alliés de Jefferson répliquèrent en suggérant que, si une faute avait été commise, elle impliquait non pas Jefferson, mais ses neveux, Samuel et Peter Carr, fils de sa sœur. Cette version alternative fut délibérément implantée et répétée pendant plus d'un siècle. Les frères Carr ne confirmèrent ni ne démentirent jamais ces accusations. Samuel mourut en 1855, Peter en 1815. Aucun ne laissa de déclaration concernant la paternité des enfants Hemings. Leur silence était commode. On pouvait accuser les morts sans conséquence. La fille de Jefferson, Martha Jefferson Randolph, qui vécut à Monticello tout au long de la relation de son père avec Sally, devint l'architecte principal de cette légende. Elle affirma à ses enfants que Peter Carr était le père. Elle le dit aux visiteurs, à quiconque posait la question. Le mensonge devint un dogme familial. Ce que Martha savait, et qu'elle ne pouvait jamais reconnaître publiquement, c'est qu'elle avait vécu sous le même toit que la maîtresse esclave de son père pendant des décennies. Elle avait vu Sally Hemings enceinte, vu les enfants naître, entendu les visiteurs remarquer les ressemblances. Mais admettre cela revenait à admettre que son père, le grand Thomas Jefferson, était un hypocrite prêchant la liberté tout en réduisant ses propres enfants en esclavage. Cela revenait à admettre que son héritage, Monticello lui-même, reposait sur le travail volé et la violence sexuelle. Alors elle mentit, et elle apprit à ses enfants à mentir, et ses enfants apprirent à leurs enfants. Jefferson, lui, mourut sans jamais répondre aux accusations. Il mourut le 4 juillet 1826, 50 ans jour pour jour après la signature de la Déclaration d'indépendance. Le symbole frappa les esprits. Jefferson, auteur du document fondateur de l'Amérique, mourant le jour de son anniversaire national. Ces journaux l'encensèrent comme patriote, philosophe et homme d'État. Aucun grand nécrologe ne mentionna Sally Hemings, ni le scandale qui avait entaché sa présidence. La conspiration du silence avait triomphé, mais la mort apporta des complications que Jefferson n'avait pas prévues. Il mourut criblé de dettes, plus de 107 000 $, une somme astronomique pour 1826. Monticello et tout ce qu'il contenait durent être vendus pour satisfaire les créanciers. Cela incluait les esclaves, plus de 100 êtres humains, qui seraient vendus aux enchères pour payer les goûts coûteux de Jefferson, ses vins, ses livres et ses ambitions architecturales. Le testament de Jefferson ne libérait que 5 esclaves, Madison Hemings, Eston Hemings et 3 neveux de Sally. Le langage était soigneusement neutre. Ils étaient affranchis en raison de services fidèles, non parce qu'ils étaient ses fils. Sally Hemings elle-même ne fut pas mentionnée dans le testament. Cette omission était délibérée. La libérer officiellement aurait nécessité d'expliquer pourquoi elle méritait ce privilège, alors que les autres femmes esclaves ne l'avaient marre ou pas. Cela aurait attiré l'attention sur son statut particulier, soulevant des questions que la famille de Jefferson voulait éviter à tout prix. À la place,
Martha Randolph permit simplement à Sally de quitter Monticello après le règlement de la succession. C'était un accord informel, un arrangement de convenance sans trace légale. Sally alla vivre avec ses fils Madison et Eston à Charlottesville, existant dans une sorte de zone grise, ni formellement esclave, ni légalement libre. La vente aux enchères des esclaves de Monticello eut lieu en janvier 1827, 6 mois après la mort de Jefferson. Des familles furent séparées, des enfants arrachés à leurs parents, des maris vendus loin de leurs épouses. La vente fut brutale et totale. L'héritage financier de Jefferson, ses dettes, fut payé en chair humaine. Les personnes se réduites en esclavage qui avaient construit Monticello, l'avaient entretenu et avaient en permis à Jefferson de mener sa vie de philosophe oisif, furent dispersées à travers la Virginie et au-delà. Beaucoup connaissaient là-dedans la vérité sur Sally Hemings et Jefferson. Mais qui aurait écouté le témoignage d'esclaves lors d'une vente aux enchères? La pièce où vivait Sally fut vidée, close, oubliée. Monticello lui-même fut vendu en 1831 à un homme nommé James Barclay, sans lien avec Jefferson et sans intérêt pour préserver le domaine comme un sanctuaire. La maison tomba en décrépitude. Les systèmes mécaniques ingénieux installés par Jefferson cessèrent de fonctionner. Les jardins devinrent sauvages. L'aile sud, où vivaient les esclaves dans ces chambres cachées, commença à s'effondrer. Le temps et le climat firent ce que la famille de Jefferson n'avait pas osé faire. Ils effacèrent les traces physiques de l'existence de Sally à Monticello. Sally Hemings mourut en 1835, à environ 62 ans. Le journal de Charlottesville publia une brève notice nécrologique. Sally Hemings, une femme de couleur, est morte. Aucune mention de son lien avec Jefferson, aucune reconnaissance des enfants qu'elle avait eus d'un des pères fondateurs de l'Amérique. Elle fut enterrée dans une tombe anonyme, dans le cimetière de Monticello, réservé aux Noirs libres et aux Blancs pauvres de Charlottesville. L'emplacement exact de sa sépulture ne fut jamais enregistré avec précision. En une génération, plus personne ne savait avec certitude où reposait Sally Hemings. Ses enfants se dispersèrent, chacun cherchant à survivre et à définir sa liberté dans un pays qui les jugeait selon le statut d'esclave de leur mère, tout en niant l'identité de leur père. Beverly Hemings disparut complètement dans la société blanche. Il partit vers le nord, changea de nom, épousa une femme blanche et ne se retourna jamais. Ses descendants grandirent comme des blancs, ignorant tout de leur ascendance mêlant Thomas Jefferson et une esclave nommée Sally. Ce choix, il le fit avant 1830. Les registres du recensement de cette année le mentionnent à Washington, déclaré comme homme blanc, charpentier de profession. Il mourut dans les années 1850, sans laisser de traces précises. Harriet Hemings, la seule fille survivante de Sally, choisit la même voie. En 1822, Jefferson lui donna $50 et organisa son voyage en diligence vers Philadelphie. Elle s'y installa, épousa un homme blanc et vécut comme une femme blanche jusqu'à sa mort dans les années 1860. Son mari ne connut jamais la vérité sur son origine. Elle fut enterrée sous son nom d'épouse, son secret emporté dans la tombe. Madison et Eston Hemings restèrent tout d'abord à Charlottesville, proches de leur mère et de la communauté noire. Tous deux travaillaient comme charpentiers, métier appris à Monticello. Madison épousa en 1834 Mary Hughes McCoy, une femme noire libre. Ils eurent plusieurs enfants et vécurent ouvertement comme noirs en Virginie. Mais dans les années 1830, cet État devint de plus en plus hostile aux Noirs libres. Les lois se durcirent, les restrictions se multiplièrent. Après la révolte de Nat Turner en 1831, la peur des insurrections rendit les Blancs méfiants envers tout Noir échappant à leur contrôle direct. En 1836, Eston Hemings quitta la Virginie avec sa famille. Il s'installa à Chillicothe, dans l'Ohio, où ils vécurent d'abord comme Noirs. Mais même là, la liberté avait des limites. Les lois raciales restaient nombreuses. Dans les années 1850, Eston prit une décision radicale. Il choisit de devenir blanc. Il changea son nom pour Eston H. Jefferson
revendiquant pour la première fois le patronyme de son père. Il s'établit à Madison, dans le Wisconsin, où il vécut comme un homme blanc jusqu'à sa mort en 1856. Ses enfants grandirent par blancs, épousèrent des conjoints blancs, et leurs descendants ignorèrent totalement leur lien avec Thomas Jefferson et Sally Hemings. Madison Hemings, lui, resta dans l'Ohio. Il vécut comme noir, travailla comme charpentier et éleva sa famille au sein de la petite communauté noire de Chillicothe. En 1873, à 68 ans, il fut interviewé par un journaliste local, S. F. Wetmore, pour le Pike County Republican. Madison raconta son histoire simplement, sans emphase. Il parla de sa grand-mère, Elizabeth Hemings, de sa mère Sally, de la relation avec Thomas Jefferson que tous à Monticello connaissaient, mais que personne n'évoquait. Il expliqua comment sa mère avait négocié à Paris la promesse de liberté pour ses enfants, nomma ses frères et sœurs, raconta leur destin et sa propre enfance d'esclave, fils de Jefferson. L'entretien fut publié le 13 mars 1873. Il aurait dû faire scandale. Le fils de Thomas Jefferson parlait à visage découvert. Mais rien. La plupart des journaux ignorèrent l'article. Quelques-uns le tournèrent en dérision, parlant des élucubrations d'un vieil homme noir en quête d'attention. Les descendants blancs de Jefferson dénoncèrent des mensonges. Les historiens, déjà occupés à bâtir le mythe héroïque du fondateur, ne virent aucune raison de prendre son témoignage au sérieux. Madison mourut en 1877, 4 ans plus tard. Son récit fut oublié, perdu dans les archives d'un obscur journal d'Ohio. La vérité qu'il avait confiée au papier y resta enterrée, comme lui. Dans les années 1880, la transformation du souvenir de Jefferson était achevée. Il était devenu un saint laïque de la démocratie américaine. Ses contradictions effacées, sa relation avec Sally Hemings réduite à une rumeur indécente. En 1879, Monticello fut racheté par un officier de marine, Jefferson Monroe Levy, qui entreprit de restaurer la propriété, non pour raviver les vérités dérangeantes sur l'esclavage, mais pour préserver l'œuvre architecturale de Jefferson. Les dépendances du Sud, où Sally avait vécu, restèrent effondrées et envahies de par la végétation. La conspiration du silence n'avait jamais été écrite ni organisée. Elle fonctionnait d'elle-même, par intérêt commun et consentement tacite. Les descendants blancs de Jefferson protégeaient le nom familial. La société virginienne protégeait l'honneur d'un de ses fils les plus célèbres. Les historiens protégeaient là la mythologie fondatrice qu'ils étaient en train de bâtir. Et la nation entière protégeait la fiction rassurante selon laquelle les hommes qui avaient proclamé la liberté étaient mythes moralement supérieurs à l'institution qu'ils avaient exploitée. La chambre où Sally avait vécu devint la métaphore de cet effacement. Après la vente de Monticello en 1831, les nouveaux propriétaires laissèrent les quartiers des domestiques à l'abandon. Les pièces demi-enterrées se dégradèrent si vite. Le toit s'effondra, la terre et les plantes recouvrirent les murs. En 20 ans, on pouvait marcher sur cette portion du domaine sans deviner qu'il y avait eu des bâtiments là. Cette disparition physique reflétait celle de la mémoire. Vers 1850, ceux qui avaient connu Sally Hemings mouraient les uns après les autres. Les esclaves témoins de la relation étaient dispersés dans le sud, souvent encore en servitude, leur voix jugée, sans valeur. Les petits-enfants blancs de Jefferson, adultes, racontaient à leur tour la version purifiée. Leur grand-père était un grand homme. Les rumeurs, des calomnies de politiques, et s'il y avait eu faute, elles venaient des cousins Carr, pas de Jefferson. Le mensonge, répété sans fin, devint vérité admise. En 1874, le biographe James Parton aborda brièvement le sujet. Il écrivit que la famille niait et que cette négation devait suffire. Il avait pourtant accès aux enfants de Martha Randolph qui lui transmirent la version Carr. Il l'accepta, car elle était commode. Elle préservait la réputation de Jefferson et dispensait d'écouter les anciens esclaves. Plusieurs témoins lui suggérèrent
d'interroger Israel Jefferson, un ancien esclave de Monticello qui avait prêté serment en 1868 sur la relation Jefferson-Hemmings. Parton refusa. Il ne se rendit pas non plus dans l'Ohio pour rencontrer Madison Hemmings, bien qu'il connût l'article de 1873. Ce n'était pas une question d'accès, mais de crédibilité. Il avait déjà décidé qui méritait d'être cru, et ce n'étaient pas ceux qui avaient vécu la servitude. Ce schéma se répéta chez tous les biographes suivants. Les registres agricoles, indiquant les naissances des enfants de Sally, les journaux de visiteurs notant les ressemblances physiques, les témoignages d'anciens esclaves, tout cela existait, mais on le rejeta, car y croire aurait signifié démanteler le mythe héroïque qu'on construisait. Jefferson devenait plus grand que nature, un saint fondateur de la démocratie américaine. Et les saints, eux, ne violent pas des adolescentes esclaves. Dans les années 1890, alors que les États-Unis façonnaient leur propre mythologie nationale, la guerre de sécession était déjà réécrite comme une tragédie entre hommes honorables des deux camps, et la reconstruction comme une erreur à oublier. Une période de gouvernement corrompu et de bouleversements raciaux justifia la restauration de la suprématie blanche. Les lois Jim Crow s'étendaient dans tout le Sud, instituant la ségrégation légale et privant les citoyens noirs de leurs droits. Dans ce contexte, toute suggestion selon laquelle Thomas Jefferson aurait eu des enfants avec une femme réduite en esclavage n'était pas seulement un scandale personnel, c'était un danger politique. Cette idée sapait les hiérarchies raciales que l'on tentait de reconstruire après l'abolition de l'esclavage. Son implication était explosive. Reconnaître que Jefferson avait engendré des enfants noirs, c'était admettre que les frontières de raciales n'étaient pas absolues, que le blanc et le noir pouvaient se mêler dans les corps de personnes de qui paraissaient blanches, parlaient comme des blancs, et vivaient comme tels. Cela revenait à reconnaître que certains descendants de Jefferson vivaient comme des Américains blancs, indiscernables de leurs voisins, portant en eux à la fois l'héritage de leur illustre ancêtre et celui de l'esclavage. C'était intolérable à une époque obsédée par la séparation raciale. L'establishment historique se referma sur lui-même avec une sophistication croissante lorsque Henry S. Randall publia sa biographie de Jefferson en 3 volumes en 1858. Il y inclut une lettre du petit-fils de Jefferson, Thomas Jefferson Randolph, qui attribuait les enfants Hemmings aux frères Carr. Cette lettre devint la référence standard, citée par tous les biographes ultérieurs comme la preuve définitive de l'innocence de Jefferson. Elle racontait que Peter Carr avait, un soir d'ivresse, avoué en larmes être le père des enfants. Une scène commode, dramatique, sans témoin, sans confirmation. La lettre de Randolph regorgeait pourtant d'incohérences. Elle affirmait que les frères Carr étaient à Monticello quand Sally tomba enceinte, alors que les registres de la plantation prouvaient qu'ils étaient ailleurs. Elle suggérait aussi que Sally avait eu des relations avec les 2 frères à des moments différents, ce qui contredisait la chronologie précise de ces grossesses. Mais ces contradictions n'avaient pas d'importance. La lettre venait d'un descendant de Jefferson, elle était écrite dans un style élégant, et surtout, elle offrait une explication qui préservait l'honneur du président. C'était suffisant. Pendant ce temps, les descendants Hemmings vivaient dans l'ombre, portant un savoir que le monde refusait d'accepter. Les enfants de Madison Hemmings grandirent en sachant que leur grand-père était Thomas Jefferson. Mais à quoi bon ce savoir? Ils étaient noirs dans une Amérique qui associait désormais la noirceur à l'infériorité et à l'exclusion. Revendiquer la descendance de Jefferson n'ouvrait aucune porte, cela attirait moquerie et accusations de folie. Mieux valait se taire, garder l'histoire dans le cercle familial, ne pas défier une mémoire collective qui n'avait aucun intérêt à les croire. La fille de Madison, Ellen Wales Hemmings, née en 1832, assista à toute la transformation de l'image de Jefferson, d'homme faillible à saint laïque. Elle vit les historiens publier livre après livre, célébrant son grand-père sans jamais mentionner ni son existence, ni celle de son père.
Elle vit Monticello devenir un lieu touristique où les visiteurs admiraient le génie de Jefferson, tandis que les quartiers où avait vécu sa grand-mère tombaient, il est en ruine. Elle mourut en 1908, après 76 années passées à porter un secret que la nation avait choisi d'oublier. Les descendants d'Eston, qui vivaient là comme des Blancs dans le Wisconsin, devaient entretenir un autre type de silence. Ils savaient qu'ils descendaient de Thomas Jefferson par une femme esclave nommée Sally Hemings. Mais dire cette vérité aurait signifié admettre une ascendance noire, à une époque où la définition de la sans pureté surraciale se durcissait. La bonne règle de la goutte de sang devenait loi dans de nombreux États. Quiconque avait la moindre ascendance africaine était considéré comme noir, quelle que soit son apparence. Le Wisconsin n'échappait pas à ces préjugés. Les petits-enfants d'Eston entendaient leurs voisins parler sans gêne de l'infériorité de la race nègre, des dangers du métissage et de la baronne nécessité de préserver la pureté blanche. Ils gardèrent le silence pour se protéger eux-mêmes, pour protéger leurs enfants, pour conserver leur place dans la société blanche. Ce silence eut des conséquences qui traversèrent les générations. Les arrière-petits-enfants d'Eston, nés dans les années 1880 et 1890, grandirent sans connaître leur véritable ascendance. Leurs parents avaient donc jugé le secret trop dangereux à transmettre. Ces enfants épousèrent des conjoints blancs, eurent des enfants blancs, et la connexion Jefferson-Hemings disparut complètement de leur branche familiale. Ils devinrent exactement ce que Jefferson avait voulu, des Américains blancs, sans lien visible avec l'esclavage ou la noirceur, leur héritage effacé aussi totalement que si Sally Hemings n'avait jamais existé. La chambre de Monticello demeurait enfouie sous la terre et la végétation, visitée par personne, oubliée de tous, sauf peut-être de quelques vieux habitants noirs de Charlottesville, dont les parents ou grands-parents avaient y connu la servitude sur le domaine. Mais leurs souvenirs ne comptaient pas. Ils n'étaient pas écrits, pas collectés, pas jugés dignes de confiance, même si quelqu'un avait pris la peine de les écouter. L'histoire, telle qu'on l'écrivait, appartenait aux Blancs et pour les Blancs, et ces derniers avaient décidé que Thomas Jefferson était innocent. Pense à ce qu'il fallait pour maintenir cette illusion. Chaque historien écrivant sur Jefferson devait ignorer ou discréditer les preuves documentaires. Chaque guide de Monticello devait éviter de mentionner l'aile sud et concentrer son récit sur la maison principale. Chaque auteur de manuel devait présenter Jefferson comme le champion de la liberté, sans parler des centaines d'êtres humains qu'il avait réduits en esclavage, ni des enfants qu'il avait eus avec une femme esclave. Cette conspiration silencieuse ne reposait pas sur une coordination explicite, mais sur un engagement partagé envers une version particulière de l'histoire américaine. Vers 1900, alors qu'approchait le 50e anniversaire de la naissance de Jefferson, la nation se prépara à célébrer son héritage. On prononça des discours, on proposa des monuments, on publia des articles savants. Aucun ne mentionna Sally Hemings. Le scandale qui avait autrefois menacé sa présidence avait été si bien effacé que la plupart des Américains de moins de 40 ans n'en avaient jamais entendu parler. Monticello était devenu un symbole du patrimoine national. Le domaine, désormais propriété de Jefferson Monroe Levy, était entretenu comme un sanctuaire. Il accueillait les touristes, mais leur montrait seulement ce qu'il convenait de voir. Les visites mettaient en valeur le génie de Jefferson, son architecture, ses inventions. Les visiteurs parcouraient la maison principale, admiraient de ses objets, ses lettres, ses inventions ingénieuses. Ils apprenaient tout de son rôle dans l'expansion du territoire américain, de la fondation de l'Université de Virginie. Tout était présenté sous un jour héroïque, clair, inspirant. La visite s'achevait dans les jardins, où l'on pouvait admirer les vues qu'il avait lui-même dessinées. Ce que les visiteurs ne voyaient pas, c'était l'aile sud, les quartiers effondrés des domestiques, envahis par la végétation. Ce lieu ne faisait pas partie du parcours, ni de l'histoire officielle. Si un visiteur curieux demandait où vivaient les esclaves, le guide désignait vaguement une colline lointaine, en expliquant que des logements avaient existé, mais qu'ils n'existaient pas non plus.
L'implication était claire. Ces espaces n'étaient en pas importants, pas dignes d'être préservés, pas essentiels à la compréhension de Jefferson. L'effacement était total, apparemment définitif. Aucun guide ne mentionnait Sally Hemings. Aucun panneau n'évoquait les esclaves qui avaient bâti Monticello, entretenu la maison, rendu possible la vie de loisirs et d'intellect de Jefferson. Le récit présenté était celui d'un génie solitaire, dont les inventions et les écrits semblaient nés d'une pure intelligence, sans l'aide du travail d'autrui. Les centaines d'êtres humains qui faisaient mener tourner Monticello, ceux qui cuisinaient, chauffaient, nettoyaient, travaillaient les champs, élevaient le bétail, étaient invisibles dans ce récit. Et Sally Hemings, qui avait vécu là près de 40 ans et donné naissance aux enfants de Jefferson dans cette chambre cachée, était celle que l'on avait le plus complètement effacée. Cet effacement s'étendait bien au-delà de Monticello lui-même. En 1910, les manuels d'histoire utilisés dans les écoles américaines présentaient Jefferson sans complexité ni contradiction. Les enfants apprenaient qu'il avait rédigé la Déclaration d'indépendance, qu'il croyait en la liberté et l'égalité, qu'il était un homme de la Renaissance au talent remarquable. Ils n'apprenaient rien sur l'esclavage à Monticello, rien sur Sally Hemings, rien sur l'écart entre les idéaux de Jefferson et ses actions. Les manuels proposaient une version aseptisée, conçue pour inspirer patriotisme et fierté, et non pour encourager une réflexion critique sur les compromis moraux de la génération fondatrice. L'Université de Virginie, que Jefferson avait fondée et conçue, devint un autre site d'effacement. L'université célébrait Jefferson comme son fondateur, plaçant sa statue bien en vue sur le campus, donnant son nom à des bâtiments, intégrant sa vision architecturale partout. Les étudiants passaient quotidiennement devant ces monuments, absorbant le message que Jefferson incarnait le meilleur des idéaux américains. L'université ne parlait pas des esclaves qui avaient construit le campus, qui avaient servi les premiers étudiants, qui avaient rendu possible le fonctionnement initial de l'institution, et elle ne mentionnait certainement pas Sally Hemings, ni les enfants que Jefferson avait eus avec elle. En 1904, l'exposition de l'achat de la Louisiane à Saint-Louis inclut une vaste exposition consacrée à Thomas Jefferson, célébrant le centenaire de l'acquisition territoriale qui avait doublé la taille des États-Unis. L'exposition présentait documents, artefacts et descriptions révérencieuses de la vision et du leadership de Jefferson. Des millions de visiteurs y apprirent à voir Jefferson comme un homme d'État héroïque et un leader visionnaire. Aucun panneau ne mentionnait Sally Hemings. Aucun artefact ne faisait référence aux esclaves de Monticello. L'exposition relevait purement de l'hagiographie, transformant un personnage historique complexe en icône immaculée. Cette transformation était intentionnelle et stratégique. L'Amérique du début du XXe siècle avait besoin de héros, de pères fondateurs, incarnant des idéaux sans contradiction. La nation étendait son pouvoir mondial, s'affirmait comme force de démocratie et de civilisation. Reconnaître que certains fondateurs étaient aussi propriétaires d'esclaves et auteurs de viols compliquait ce récit. Il était plus simple d'oublier silencieusement les passages inconfortables et de se concentrer sur la rhétorique inspirante de liberté et d'égalité. La famille Hemings observait tout cela depuis la marge. Les petits-enfants de Madison, vivant dans l'Ohio et d'autres États du Midwest, conservaient leur histoire orale, mais n'avaient aucun public pour l'entendre. Lorsqu'ils essayaient donc de dire qu'ils descendaient de Thomas Jefferson, ils étaient accueillis avec incrédulité ou hostilité. Les Blancs américains ne voulaient pas entendre que Jefferson avait des descendants noirs. Les Noirs américains non plus ne le croyaient souvent pas. Les affirmations semblaient trop grandioses, trop commodes, trop semblables aux fantasmes inventés par certains pour surmonter le traumatisme de l'esclavage. Ainsi, ce savoir devint privé, partagé seulement au sein des familles, transmis des grands-parents aux petits-enfants dans de silencieuses conversations. Ne parle pas de cela publiquement, n'attends pas qu'on te croie, mais connais ton histoire, préserve-la, transmets-la. Peut-être qu'un jour cela comptera, peut-être qu'un jour quelqu'un écoutera.
Mais en 1910, dans une Amérique attachée à la ségrégation raciale et à la mythologie héroïque de ses fondateurs, il n'y avait aucune place pour la vérité sur Sally Hemings. La chambre demeurait enfouie sous la terre et le temps, manifestation physique du déni historique. Les preuves archéologiques existaient dessous le sol. Fondations, artefacts, restes matériels de vie en vécus dans l'esclavage. Mais personne n'excavait, personne ne cherchait. La profession historique avait décidé de ce qui importait et de ce qui ne l'était pas, qui méritait d'être retenu dans la mémoire et qui pouvait être oublié. Sally Hemings avait été catégorisée comme oubliable, son histoire rejetée comme rumeur scandaleuse, indigne d'attention sérieuse. Réfléchis à la coordination nécessaire pour maintenir cet effacement pendant des décennies. Ce n'était pas une conspiration au sens où des gens se réuniraient dans des pièces secrètes pour coordonner leurs mensonges. C'était une conspiration d'intérêts partagés, des gens faisant indépendamment le même choix. Protéger la réputation de Jefferson parce que cette protection servait leurs propres besoins. Les historiens le protégeaient parce que leur carrière reposait sur la célébration de la génération fondatrice. Les descendants de Jefferson le protégeaient pour préserver leur statut social. Les Virginiens blancs le protégeaient en tant que fils illustre, et la nation le protégeait parce que la mythologie des fondateurs héroïques était essentielle à l'identité américaine. En 1910, cette conspiration avait si bien réussi que la vérité semblait perdue à jamais. Tous ceux qui avaient connu Sally Hemings sentaient morts. Les derniers petits-enfants blancs de Jefferson, qui avaient vécu à Monticello durant la relation, moururent dans les années 1880, emportant leur connaissance directe dans la tombe. L'espace physique où vivait Sally était enfoui et envahi par la végétation. Le témoignage de Madison Hemings n'existait que dans les archives d'un obscur journal de l'Ohio que presque personne n'avait jamais vu. L'affidavit assermenté d'Israel Jefferson avait été oublié. Les registres agricoles, contenant des preuves accablantes, étaient et conservés mais non examinés, leur signification non reconnue. La chambre existait désormais seulement dans les fondations archéologiques, dans l'espace négatif de l'histoire, dans le silence qui parlait plus fort que les mots. Elle témoignait de ce que l'Amérique avait choisi d'oublier, de ce que nous avions décidé comme insignifiant, de qui nous avions jugé indigne de mémoire historique. Sally Hemings avait vécu, ses enfants avaient vécu, la chambre existait. Et pendant des générations, ceux qui contrôlaient le récit historique faisaient simplement semblant que rien ne s'était passé. En 1908, une femme âgée mourut à Charlottesville. Elle s'appelait Ellen Wales Hemings, fille de Madison, petite-fille de Sally Hemings. Elle avait 76 ans et avait vécu toute sa vie en sachant qu'elle était l'arrière-petite-fille de Thomas Jefferson. Elle le dit à ses enfants, eux à leurs enfants. L'histoire orale continua, silencieuse et non vérifiée, une vérité conservée en privé, tandis que l'histoire publique racontait autre chose. À ses funérailles, en présence de voisins noirs connaissant l'histoire de sa famille, personne ne mentionna Thomas Jefferson. Ce n'était pas sûr, cela n'aurait pas été cru. La vérité était devenue un secret à murmurer, non à proclamer. L'horreur de cette histoire n'est pas surnaturelle. C'est l'horreur de l'effacement systématique de personnes puissantes décidant que certaines vérités sont trop dangereuses à reconnaître, d'une conspiration qui réussit parce que chacun bénéficie du mensonge. Thomas Jefferson échappa à toute responsabilité de son vivant et pour les générations suivantes. La chambre où vivait Sally était enterrée physiquement et métaphoriquement. Sa voix était réduite au silence, son histoire effacée, et l'histoire américaine avançait comme si elle n'avait jamais existé. Cet effacement, cet oubli calculé, cette conspiration réussie pour cacher une vérité évidente, voilà la véritable horreur. Pas de fantôme, pas de malédiction, mais la simple capacité humaine à regarder l'injustice et à détourner le regard, à connaître la vérité et à choisir de l'enterrer, à entendre un témoignage et à choisir de le rejeter. La chambre était réelle. Sally était réelle. Les enfants étaient réels. Et la conspiration pour tout nier
était de réelle elle aussi. Maintenue pendant des générations par des personnes valorisant la réputation sur la vérité, la mythologie sur l'histoire, le confort sur la justice. Ce qui se passa dans cette chambre cachée à Monticello façonna l'histoire américaine de façon qu'il fallut plus d'un siècle pour commencer à affronter. Mais en 1910, personne n'affrontait des riens. La chambre était enfouie. La tombe de Sally était non marquée et oubliée. Ses descendants gardaient ceux de leurs secrets familiaux et Thomas Jefferson demeurait le saint laïque de l'Amérique. La conspiration avait parfaitement fonctionné, non par violence ni censure explicite, mais par mémoire sélective, témoignages rejetés et choix de décider quelles voix comptaient et lesquelles non. Les jeunes hommes à l'Université de Virginie en 1910 passaient devant la statue de Jefferson sur le chemin des cours, inspiré par son héritage. Ignorant tout de la femme esclave qui avait vécu cachée dans sa maison pendant des décennies, les écoliers mémorisaient des passages de la Déclaration d'indépendance, apprenant que tous les hommes sont créés égaux, sans jamais savoir que l'homme qui écrivait ces mots tenait ses propres enfants en esclavage. Les touristes visitaient Monticello, admirant le génie de Jefferson, marchant sur un sol qui cachait les ruines de la chambre où Sally Hemings avait vécu. La chambre attendait dans l'obscurité, sous la terre et la végétation, conservant des secrets que la nation avait décidé de ne pas vouloir connaître. Les fondations restaient patientes et silencieuses, préservant des preuves qui, un jour, forceraient au pissenlit l'Amérique à affronter ce qu'elle avait enterré. Mais en 1910, ce jour semblait incroyablement lointain. La conspiration avait réussi au-delà de ce que Jefferson aurait pu imaginer. Sa réputation était assurée, son héritage célébré, et la femme qui avait porté ses enfants était oubliée à tel point que la plupart des Américains n'avaient donc jamais entendu son nom. Sally Hemings a vécu 40 ans dans cette chambre. Elle y a donné naissance à des enfants, les a élevés dans le secret, existant comme un fantôme dans la maison la plus célèbre d'Amérique. Et lorsqu'elle est seule, ou elle est morte, lorsque son histoire a été enterrée avec elle, les hommes qui écrivaient dans l'histoire américaine ont décidé qu'elle devait rester enterrée. Ils ont réussi à la faire oublier plus longtemps que la vie de Sally, plus longtemps que celle de ses enfants, plus longtemps que tous ceux qui l'avaient connue. La vérité était devenue une rumeur. La rumeur était devenue un scandale rejeté, et le scandale est devenu une simple note de bas de page dont les historiens respectables ne parlaient-ils pas. Que pensez-vous qu'il s'est passé dans cette chambre? Croyez-vous que les frères Carr étaient vraiment les pères, comme les descendants blancs de Jefferson l'ont affirmé pendant des générations? Ou croyez-vous Madison Hemings, qui parlait clairement de sa filiation et n'avait aucune raison de mentir? Les preuves ont toujours existé dans les registres de la ferme, dans les comptes rendus des visiteurs, dans les témoignages des personnes réduites en esclavage qui en avaient été témoins. Mais pendant plus d'un siècle, l'Amérique a choisi de ne pas voir ces preuves, de croire le mensonge confortable plutôt que la vérité inconfortable. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait réfléchir à qui on croit et à qui on ignore dans l'histoire, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Cliquez sur « J'aime » pour soutenir un contenu qui raconte les histoires que les manuels scolaires omettent, les vérités qui mettent mal à l'aise, les horreurs qui n'émergent pas des forces surnaturelles, mais de la simple et terrible capacité des humains à rationaliser leur propre cruauté et à en enterrer les preuves. Laissez votre commentaire ci-dessous, surtout si vous êtes de Virginie ou de n'importe où l'héritage de Thomas Jefferson est important. Parlons de ce que cela signifie lorsque l'histoire est écrite par les puissants, lorsque les témoignages des impuissants sont rejetés comme non fiables, lorsque des vies entières peuvent être effacées du registre parce que les reconnaître compliquerait nos héros. La chambre cachée à Monticello nous dit quelque chose de profond. Ce que nous choisissons de nous souvenir et ce que nous choisissons d'oublier en dit plus sur nous que sur le passé. La chambre est toujours là, quelque part sous la terre à Monticello. Son emplacement exact est perdu, mais son existence est indéniable. Les fondations restent,
attendant d'être excavés, attendant de raconter leur histoire à une génération future qui pourrait enfin être prête à écouter. Sally Hemings a vécu, ses enfants ont vécu, la chambre existait, et pendant des générations, ceux qui contrôlaient l'histoire ont simplement fait semblant que rien de tout cela n'avait d'importance. Voilà l'horreur, non pas des terreurs surnaturelles, mais l'effacement calculé d'une femme qui a vécu, souffert et y a morte à l'ombre de la grandeur américaine. Son histoire enterrée si profondément que pendant plus d'un siècle, elle n'a existé que dans des rumeurs rejetées et des secrets familiaux. La chambre attend dans l'obscurité, conservant des vérités que des puissants ont désespérément essayé de cacher.